Bonsoir à tous. Alors, le cours de ce soir ne sera pas abstrait ni ésotérique, comme le titre pouvait peut-être le laisser attendre, puisque je vais vous parler de l'évolution du métier de jardinier dans la première moitié du XVIIe siècle et de son incidence sur le dessin et la composition matérielle des parterres et des jardins. Donc la première partie couvre la période qui s'étend grosso modo du début des années 1580 à la fin des années 1630, c'est-à-dire les règnes d'Henri III, Henri IV et Louis XIII. Et je commencerai par présenter les protagonistes de cette histoire, à savoir Henri IV, le premier jardinier Claude Ier Mollet et l'architecte ornemaniste Étienne Dupeyrac. J'évoquerai la question de savoir qui invente les dessins des parterres et les plans des jardins, et je parlerai de l'évolution de la forme de ces parterres qui passe d'un plan centré à un plan oblong rectangulaire. Alors dans cette première partie, malheureusement, je ne pourrai pas vous montrer de dessin autographe de Claude Ier Mollet, à mon grand regret, je n'en ai pas retrouvé. Mais il est possible de les évoquer à partir de marchés de jardinage qu'on peut trouver dans les archives et grâce à des descriptions de témoins oculaires directs, grâce également à des relevés contemporains ou à des gravures contemporaines. Voilà, mais vous n'êtes pas venus pour rien, puisque dans la deuxième partie, je vais pouvoir vous montrer des dessins d'André Le Nôtre, qui sont très rares, comme vous le savez sans doute. Je passerai à la présentation des vues de jardin. Et ce qui est frappant, c'est qu'au cours de la deuxième moitié du XVIIe siècle se répand un nouveau genre de représentation du jardin, qui est la vue à vol d'oiseau. Et donc je présenterai deux types de vues de jardin. D'abord des vues rasantes, prises du sol, et puis des vues à vol d'oiseau restituées, très probablement d'après des plans. Et pour finir, je proposerai une interprétation au développement de ces vues à vol d'oiseau. Donc pour commencer, je vous présenterai le protagoniste de cette histoire, à savoir Henri IV. Henri IV, avant de venir à Paris pour épouser la reine Margot, celle qui va être connue sous le nom de la reine Margot, a été élevé à Nérac et à Pau, auprès de sa mère Jeanne d'Albret, une grande amatrice de jardin. Et lorsqu'il était dans le Béarn, on sait par son chroniqueur Palma-Caillet qu'il avait fait réaliser un jardin à Pau, donc. Et vous pouvez voir la description de ce jardin. Ce qui est intéressant, c'est de noter qu'il avait donc un jardin qui lui coûtait extrêmement cher, 5000 écus d'entretien, c'est une somme phénoménale, surtout à cette époque. Et donc, il avait fait accommoder l'un des carrés du jardin en façon de castramentation ancienne, ce qu'il prenait plaisir de voir de son château de Pau. On a là deux éléments qui sont très intéressants. D'abord, la notion de castramentation, ce terme désigne la manière dont les Romains composaient un camp militaire. Et je pense que c'est peut-être une référence au traité de l'humaniste lyonnais Guillaume Duchoul, le traité de la castramentation des anciens Romains, qui a été publié au milieu du XVIe siècle. Et donc on voit que Henri de Navarre avait fait aménager dans un des carrés de son jardin en forme de camp romain, de camp militaire romain. Deuxième élément intéressant, le point de vue idéal pour observer ce carré, c'était depuis le château de Pau, donc depuis un point élevé.
Ça, c'est une constante au cours du XVIIe siècle. Les parterres sont souvent conçus pour être examinés depuis un point situé en hauteur. Et souvent, leur aménagement prévoit des allées en terrasse qui permettent de l'observer depuis un point légèrement surélevé. Henri IV, évidemment, une fois entré à Paris en 1594, Henri IV fait dans les jardins royaux ce qu'il a fait à Pau et à Nérac, c'est-à-dire qu'il les transforme. Et l'on sait que ces jardins étaient en mauvais état, et pour cela, il a fait appel à celui dont vous voyez le portrait dessiné par Michel Lannes, Claude Mollet. Donc vous le voyez ici avec deux attributs, ce que je pense être un plantoir et un compas. Il tient ici un plan où l'on distingue les contours de 4 carrés, probablement 4 carrés de parterre. Alors, je n'ai pas trouvé de dessin de Claude Mollet. En revanche, j'ai trouvé plusieurs documents autographes, des documents extrêmement émouvants. Donc, vous avez sous les yeux son testament qu'il a écrit à l'âge de 89 ans. En 1547, Claude Mollet était né en 1557. Et donc, il se qualifie de premier jardinier du roi. Avec son autre fils, Claude II Mollet, il a été le seul à détenir ce titre. Même André le Nôtre n'a jamais été qualifié de premier jardinier du roi. Et donc, pour vous faciliter la tâche, voici une transcription des passages essentiels. Il dit d'abord qu'il est natif d'Annette, ce qui est très important. Et il explique qu'il a commencé son service en 1595 à Saint-Germain, Fontainebleau, Monceau et aux Tuileries, pour remettre les jardins en leur premier lustre parce qu'ils avaient été gâtés et ruinés durant les guerres de la Ligue, durant les guerres de religion. Alors, comment Claude Mollet, natif d'Annette, est-il entré au service du roi de France en 1595 ? Je pense que c'est certainement lié à Sully, surintendant des bâtiments d'Henri IV, qui se trouvait précisément à Annette en 1594. Alors pourquoi ? Pour quelle raison ? Tout simplement parce que le maître des lieux, le duc d'Aumale, Charles Ier de Lorraine, le cousin d'Henri le Balafré, qui avait été assassiné en 1588, ce qui avait déclenché la reprise des guerres de religion. Donc le duc d'Aumale était l'un des chefs du parti ligueur et il était en fuite à Bruxelles à ce moment-là. Et Sully était allé négocier en quelque sorte, non pas sa reddition, mais son ralliement à Henri IV. Sully expose dans ses mémoires qu'il a été extrêmement mal reçu par Marie d'Aumale. Il a été extrêmement mal reçu à Annette par Marie d'Aumale, mais il a admiré les jardins. Et je pense que si un an plus tard, Claude Mollet dessine les jardins des Tuileries de Monceau, Fontainebleau, Saint-Germain, c'est peut-être par l'entremise de Sully qui l'aura fait venir à la cour de France. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque-là, le roi Henri IV a quelqu'un sous la main. Il s'agit de Pierre le Nôtre, le grand-père d'André, qui avait dessiné 22 ans plus tôt pour Catherine de Médicis, ou plutôt qui avait planté très précisément le jardin des Tuileries. Donc à la limite, Henri IV aurait très bien pu faire appel à Pierre le Nôtre. Et s'il est allé chercher Claude Mollet, c'est sans doute parce que celui-ci détenait un nouveau savoir-faire. Donc à l'époque où Mollet arrive aux Tuileries, il a 38 ans et il a travaillé auprès de son père qui était le jardinier du duc d'Aumale à Annette. Vous voyez ici un dessin d'Androuet du Cerceau, le dessin qui a servi au recueil des plus excellents bâtiments de France, publié en 2 volumes entre 1576 et 1579. Les dessins, les vélins, sont conservés au British Museum. Et le grand intérêt qu'ils ont, c'est qu'on y trouve des détails qui ne sont pas représentés sur les plans gravés, et notamment le détail des parterres. Alors, le plan gravé est identique à ce dessin, mais la vue à vol d'oiseau présente des broderies, des broderies. C'est difficile à dire sur cette vue-là, mais en tout cas,
Ce qui me paraît intéressant, c'est que à cette date, donc en 1579, on peut noter que le jardin se présente sous la forme de 2 grands parterres symétriques composés de 4 carrés chacun, avec une fontaine en forme de quadrilobe au centre. Et ils sont entourés de parterres rectangulaires ou carrés disposés sur le pourtour. Voilà. Alors, Claude Mollet a laissé un traité, un théâtre des plants et jardinages. Alors, plan avec un T, ça désigne les plantations et non pas des dessins. Et ce traité a été publié après sa mort en 1552, mais plusieurs éléments laissent penser qu'il l'a rédigé vers 1620, c'est-à-dire vers l'âge de... Il avait une 60aine d'années à peu près. Et il évoque sa jeunesse en disant qu'il y a une 40aine ou une 50aine d'années, donc il avait entre 15 et 20 ans, il ne se faisait que des petits compartiments, dans chacun carré d'un jardin, de diverses sortes de dessins, qui se représentent encore à présent au livre de la maison rustique. Alors ce qu'il veut dire, parce que son expression est un peu confuse, ce qu'il faut vous représenter, c'est un damier, un jeu d'échecs avec plusieurs petits carreaux et des dessins différents dans chaque carreau. Heureusement, il renvoie à la maison rustique, et donc il suffit d'aller voir les planches de la maison rustique. C'était un best-seller au cours du XVIIe et même du XVIIIe siècle, et c'est pour ça que Mollet précise que les dessins se représentent encore, parce qu'ils sont complètement datés à l'époque où il écrit, mais les dessins sont encore publiés. Et donc voilà à quoi ressemblaient ces fameux parterres. Alors en 1583, quand la maison rustique est publiée, c'est le dernier cri. Ces dessins de parterre, des parterres François qui relèvent de la catégorie des parterres à nœuds, sont vraiment ce qui se fait de plus à la mode. Donc vous voyez, en fait c'est ça qu'on appelle des nœuds, des sortes d'entrelacs qui, sur le terrain, correspondaient à des petites levées de terre, voilà, sur lesquelles évidemment on plantait des fleurs basses, des vivaces qui se distinguaient de ce qu'on mettait autour. Alors voici un dessin d'Androuet du Cerceau, un bâtiment à plaisir, c'est-à-dire un bâtiment inventé pour le plaisir de créer. Et vous pouvez voir que ce bâtiment est cantonné par 4 parterres, et pour 3 d'entre eux, on retrouve le style de la maison rustique. Et c'est un dessin qui est à peu près contemporain. La datation est approximative. C'est un dessin qui est à peu près contemporain de la maison rustique. Et dans son traité, Claude Mollet précise quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit qu'après 1582, il donne cette date précise. Dupeyrac, l'architecte Étienne Dupeyrac, qui était de retour en France depuis 1578, auparavant il était allé en Italie, où il avait levé le plan de la Villa d'Este. Donc Dupeyrac, dit Claude Mollet, prit la peine lui-même de faire des dessins et portraits de compartiments pour me montrer comment il fallait faire de beaux jardins. Donc le jardinier, le dessinateur de jardin, est à l'école de l'architecte en l'occurrence. Un seul jardin n'était et ne faisait qu'un seul compartiment, mis parti par grandes voyelles, c'est-à-dire par grandes allées, les viale italiennes. Ce sont les premiers parterres et compartiments en broderie qui aient été faits en France. J'ai toujours continué depuis de faire de grands volumes. Alors, ce passage est extrêmement important, puisqu'à en croire Claude Mollet, c'est à la fin du XVIe siècle et à Annette que seraient apparus les parterres de broderie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il précise qu'aux parterres composés en damier se substitue un seul compartiment divisé par de grandes allées
de manière à former un grand volume. Donc on a ici un changement dans la conception du parterre dont le dessin est simplifié. Et je voudrais revenir au plan de Ducerceau. Lorsque on reprend ce plan, même s'il est daté a priori de 1576-1579, les dates des 2 volumes gravés, de 2 choses l'une. Soit on se dit que c'est du Dupeyrac avant Dupeyrac, que c'est du grand volume avant le grand volume, puisque finalement ce dessin semble assez bien correspondre à à l'innovation que décrit Claude Mollet, ou alors Dupeyrac, dont la présence en France est attestée dès 1578, et peut-être arrivé à Ney avant 1582, la date que donne Claude Mollet. Alors il est toujours très très délicat de remettre en cause le témoignage d'un témoin historique, d'autant plus que des documents d'archives corroborent certaines autres dates données par Claude Mollet, comme celle de 1595, mais après tout, c'est le seul témoignage que l'on connaisse sur ce phénomène essentiel de transition vers un parterre de broderie. Et donc, on peut se poser la question de savoir si ces dessins d'Androuet Ducerceau ne correspondent pas à un relevé d'Annette fait après la transformation des parterres, sous l'égide de Dupeyrac. Pour le moment, la question reste ouverte. Voilà, donc revenons à 1595. Claude Mollet rappelle qu'Henri IV lui demanda de planter le jardin du Châteauneuf de Saint-Germain. Et il précise qu'il le fit planter tout de buis, et aussi le jardin de Monceau, ensemble, et en même temps le petit jardin qui est sur l'étang du château de Fontainebleau. Tous ces jardins furent plantés en la même année, 1595, et il insiste, tout de buis, qui sont à présent encore en bonne forme. Alors, le traité de Claude Mollet, on s'en aperçoit à force de lire et de relire, est un peu un traité pro-domo. Il rappelle le rôle personnel qu'il a eu dans l'élaboration du modèle du parterre de broderie. Et il insiste beaucoup pour que les jeunes jardiniers s'inspirent des exemples qu'il donne. Alors on a une chance extraordinaire d'avoir un témoin oculaire direct de ces transformations en la personne d'Olivier de Serres, un gentilhomme ardéchois qui est venu à Paris en 1600 pour des affaires familiales et qui manifestement a rencontré Claude Mollet, puisqu'il le mentionne. Et non seulement il mentionne Claude Mollet, mais en plus, il reproduit les fameux compartiments qu'il a pu voir à Saint-Germain, à Fontainebleau et aux Tuileries. Alors évidemment, on ne peut pas savoir s'il a fait un relevé, s'il a fait faire un relevé, ou s'il a fait faire des copies d'après les dessins qui pouvaient être peut-être entre les mains de Claude Mollet. On ne sait pas s'il s'agissait de projets de Claude Mollet ou peut-être de Dupeyrac. On ne sait pas s'il s'agissait de dessins d'exécution. Voilà, il y a une grande marge d'incertitude, mais en tout cas, on a des dessins qui sont extrêmement précieux. Alors vous avez sur la gauche des dessins destinés à Saint-Germain que je vais vous montrer plus en détail. En haut, ici, c'est un dessin pour le jardin de l'étang de Fontainebleau, et à droite, des compartiments pour les Tuileries. Donc, Olivier de Serres, manifestement, a dû être sensibilisé à la nouveauté que représentent ces compartiments, parce que quand on compare son texte et celui de Claude Mollet, on a vraiment l'impression que les deux se font écho. Alors, ce qui est important à noter, c'est que Serres précise que Claude Mollet les a dressés, c'est-à-dire qu'il les a plantés. À aucun moment, on ne peut savoir avec certitude si Claude Mollet a donné ses dessins. Dans des marchés de jardin plus tardifs, il donne manifestement, il est l'auteur des modèles de jardin pour les Tuileries, Saint-Germain et Fontainebleau. On n'a pas de preuves, on n'a que des présomptions. Alors voici les parterres de Saint-Germain, enfin certains des parterres de Saint-Germain, avec le H héraldique d'Henri IV.
et un parterre où l'on devine des motifs de broderie. Alors tout autour, vous avez des compartiments qui évoquent des motifs de reliures mosaïquées. Ce sont ce qu'on appelle dans l'Iébo des carreaux rompus, des compartiments à carreaux rompus. Et ici, des parterres pour les Tuileries qui évoquent également des reliures mosaïquées. Alors, on a la chance d'avoir conservé un plan des Tuileries qui est conservé à la Bibliothèque nationale au département des Estampes. Vous voyez ici le secteur dont Pierre Lenôtre, le grand-père d'André, avait la responsabilité. Et ici, vous voyez le grand jardin des Tuileries, ou jardin neuf, qui revenait aux nouveaux venus, donc à Claude Mollet. Donc, Claude Mollet l'avait planté en 1595, et il y avait planté des cyprès qu'Henri IV aimait beaucoup. Simplement, catastrophe, en 1608, un hiver épouvantable, tous les cyprès meurent, il faut les arracher, le roi en conçoit un très grand déplaisir, dit Mollet, mais bon, il faut replanter. Et du coup, on remplace les 10 parterres antérieurs par 8 parterres. Et donc, les parterres de 1595, pardon, ceux que je viens de vous montrer, ceux-là, étaient parmi les 10 parterres qui précédaient ces 8 parterres plantés en 1609. Vous suivez? Voilà. Donc, revenons à présent sur le grand volume d'Étienne Dupeyrac. On va pouvoir évoquer concrètement ce que signifiait ce grand volume à travers l'un des exemples cités par Claude Mollet, à savoir Fontainebleau. À Stockholm est conservé un relevé qu'on peut dater de 1600-1608 à peu près, un relevé donc de Fontainebleau. Vous reconnaissez le grand étang, ici le jardin de l'étang, avec le parterre planté en 1595, le secteur du jardin des Pins, pardon, le jardin de la Reine, et le jardin du Roi, à l'emplacement de l'actuel parterre du Tibre. Alors, voyons d'un peu plus près le jardin de l'étang. La maçonnerie de cette structure en forme de polder a été réalisée en 1594, et donc l'année suivante, le jardin est planté par Claude Mollet. Vous vous souvenez qu'Olivier de Serres avait représenté un parterre de Fontainebleau. Et quand on compare ce dessin, cette estampe et le détail du dessin de Stockholm, on constate que le parterre en question forme l'un des 4 carrés du grand compartiment du parterre du jardin de l'étang. Donc là, on a vraiment un exemple parfait de ce que Claude Mollet et Olivier de Serres désignent quand ils parlent d'un seul compartiment mi-parti par grande voyale, quand ils disent qu'un seul compartiment formait un grand jardin. Voilà, en l'occurrence, il semble s'agir, mais l'estampe n'est pas très très précise, d'un parterre à carreaux rompus. Et voilà, je vais vous lire ce que dit Olivier de Serres parce que c'est très intéressant. Il le dit aussi pour un autre parterre de Saint-Germain. Ce compartiment-ci est à Fontainebleau. Il y a des allées droites et courbes avec des bordures des 2 côtés. On pourra dresser un jardin entier plus long que large. Donc en fait, vous avez un parterre carré, la forme traditionnelle du parterre, sur les côtés des bordures qui rendent le parterre rectangulaire. Et ce qu'explique Olivier de Serres, c'est qu'on pourra utiliser ce parterre pour faire un jardin entier. Et ce qu'il dit pour Saint-Germain, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'on peut se servir des lignes, des courbes ou des lignes droites pour construire un jardin entier, donc à partir du parterre qui en constitue en quelque sorte le module. Donc le grand jardin qui a été nivelé par un peintre, jardinier, dessinateur de jardin italien, Ruggiero de Ruggieri, en 1595,
planté certainement par la famille Mollet. On sait en tout cas qu'en 1608, ce jardin, donc qu'on appelait auparavant le jardin des canaux, est étendu, sa superficie est doublée, donc on complète cette partie-là par Jacques Mollet. Je pense que c'était probablement le frère de Claude Mollet. Et à cause de cette extension, en fait, on est obligé de repousser le mur du jardin. Ça, c'est un grand classique quand on transforme des jardins au XVIIe siècle. Ça pose toujours des problèmes de voisinage parce qu'il y a un empiètement, soit sur le terrain du seigneur voisin ou sur la voie publique. Et c'est l'occasion de conflits ou d'arrangements de voisinage. Alors, on a un autre témoin oculaire, un Anglais, Thomas Coriat, qui visite Fontainebleau en 1608 et dont vous avez la description ici. Alors, je ne suis pas sûre que sa description désigne cette partie du jardin de Fontainebleau, mais a priori, c'est la partie qui semble le plus correspondre, puisqu'il parle de nœuds, et qu'ici, on a un type de parterre à nœuds. Donc, que dit Coriat ? Il dit que les nœuds du jardin sont très bien tenus, mais qu'il s'agisse de l'habileté de l'exécution ou du matériau dont ils sont composés, en rien on ne peut comparer ce jardin avec nos jardins anglais. Pour cette raison que la plupart des bordures de chaque nœud est faite de buis, taillé extrêmement bas et extrêmement bien tenu. Alors voilà un compliment qui ira droit au cœur, je pense, des jardiniers français venus d'un amateur de jardin anglais. Ce qui est très intéressant, donc, c'est que pour cet anglais, le buis est quelque chose d'exotique. Et les parterres de buis en broderie s'implanteront en Angleterre, mais quelques années plus tard seulement. Et l'artisan de cette implantation sera André Mollet, l'un des fils de Claude Mollet. Alors j'insiste sur la traduction de notes par nœud. Traditionnellement, ce passage, en fait, on traduit ce passage par les broderies. Ce qui me paraît assez tendancieux d'abord parce que Coriat parle de nœud et qu'en français le terme de nœud existe. Et ensuite, parce que jusqu'en 1609 à peu près, je n'ai pas trouvé de témoignage plus ancien jusqu'à présent, on ne parle pas de broderie dans les marchés ou dans les traités. Olivier de Serres parle d'enrichissement, par exemple. Claude Mollet parle des choses les plus délicates du parterre. Et je pense que s'il y a des broderies à cette époque, c'est comme ça qu'on les désigne, et pas par des nœuds. Alors venons-en aux broderies de buis de Claude Mollet, à travers la description d'Olivier de Serres. Donc il explique que pour faire durer plus longuement les compartiments du parterre, on les a dressés, la plupart, avec le seul buis. Et il explique les avantages du buis. Et là, on a vraiment l'impression qu'il répète tout ce que lui a dit Claude Mollet. Il dit qu'il est toujours vert. Il dit qu'il est rustique, qu'il résiste à la froidure, à la glace, à la neige, qu'il dure et qu'il est facile à entretenir. Important pour un jardinier. Il dit que, nonobstant son odeur désagréable, c'est vrai que le buis sent assez fort, on emploie le buis pour les choses les plus délicates du parterre, donc peut-être les broderies. Et qu'on se sert du buis pour tout faire au jardin. Voilà, alors ce qui est frappant dans ce témoignage, c'est qu'à la réflexion, on se dit que ce qui a contribué à la diffusion du parterre de broderie, l'archétype du jardin à la française, c'est finalement un souci très pratique et très pragmatique d'un jardinier de ne pas avoir à replanter trop souvent ses parterres. Et ça, Claude Mollet le dit encore plus clairement.
Il dit que quand il a commencé à faire les premiers compartiments en broderie, le plan de buis était encore très peu en usage. Et il explique dans un autre passage qu'il a dû batailler parce que les seigneurs de la cour n'en voulaient pas. Et donc, explique-t-il, il faisait planter ces compartiments en broderie non pas avec du buis, mais avec différentes plantes qui avaient des vers différents. Et donc, dit-il, c'était une grande peine et dépense de refaire et replanter les compartiments de 3 ans en 3 ans, ce qui m'a occasionné de faire recherche de plans de buis afin de n'être pas en cette peine de refaire si souvent. Donc là, vraiment, il semble bien que ce qui est à l'origine de l'emploi du buis et donc du développement du parterre de buis en broderie, c'est le souci de ne pas avoir à replanter. Un souci qui est d'abord économique, parce que dans les marchés de jardin, le jardinier fournit tout. Il fournit les plants, il fournit la main-d'œuvre, ce qui explique le montant, par exemple, de 1000 écus pour la plantation par Claude Mollet du parc du château de Trie. De la même manière, quand ils sont au service du roi, les jardiniers font eux-mêmes l'avance de la main-d'œuvre. Ils ont des garçons jardiniers qui logent à demeure et ils font aussi l'avance des matériaux, sauf quand ils sont vraiment trop rares ou trop coûteux, par exemple les plantes rares ou certaines bulbeuses. Alors, on en a un exemple avec un marché qui a été passé par Jean Le Nôtre, le père d'André, pour le duc de Bouillon, pour son hôtel parisien en 1613. Alors, on ne sait pas si Jean Le Nôtre a dessiné le dessin, le modèle de parterre et de bosquet qu'il doit planter, mais en tout cas, s'agissant du parterre, le dessin auquel fait référence le marché comporte des broderies, des fleurons, c'est-à-dire des sortes de grosses fleurs, des mauresques, des arabesques. Et on précise que tout cela sera planté de petits buis d'artois, donc du buis nain a priori, et qu'à l'intérieur des planches de la gloire, donc imaginez une sorte d'éventail à 360 degrés, on mettra des plantes à fleurs de toutes sortes des plus belles qui se trouveront en France, sans y comprendre les bulbeuses et étrangères. Et que ces planches seront aussi remplies de plantes et herbes pour salade, servant d'embellissement et de commodité ensemble. Donc en fait, il faut imaginer des sortes de, entre autres, enfin pas des choux d'ornement, mais ce genre de plantes qui servent à la fois pour le plaisir des yeux et le plaisir de la bouche. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui reste des jardins de l'époque précédente et qu'on ne retrouvera pas dans les parterres de Le Nôtre. Donc vous avez ici un parterre dessiné par Jacques Mollet, pas celui de Fontainebleau, l'un des fils de Claude Mollet, avec au centre une gloire. Et donc vous constatez que depuis les parterres plantés en 1595, les broderies se sont développées jusqu'à couvrir quasiment la totalité de la surface du parterre. Mais on reste encore sur un plan centré de forme carrée, avec au centre un bassin dont la forme peut varier. Ici, elle est circulaire, ailleurs elle sera octogonale ou en forme de quadrilobe. Alors, j'ai voulu vous montrer cette estampe datée de 1624, représentant le parterre du palais ducal de Nancy, donc dessiné par Jacques Callot, pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y a des chances que ce parterre ait été dessiné par un jardinier parisien. Il y a des relations entre la Lorraine et la France. En 1604, Claude Mollet envoie des plans de mûrier au duc de Lorraine. Voilà, évidemment, on est 20 ans plus tard. Mais lorsque la duchesse Nicole de Lorraine vient à Paris, en 1637, pour planter le jardin de son hôtel rue du Roi de Sicile, dans le Marais, elle fait appel au jardinier du palais du Luxembourg, donc qui avait servi sous Marie de Médicis. Donc, ce parterre est intéressant également à cause de sa disposition. Vous voyez que tout autour, il y a des terrasses très élevées qui permettent d'admirer le parterre, voilà, depuis un point d'observation en hauteur. Alors,
ces parterres étaient quand même de grande dimension. C'est vrai qu'en les voyant, en voyant ces broderies, on peut se demander comment elles étaient réalisées sur le terrain. Les modèles de parterres que donne Claude Mollet ont en gros une 60aine de mètres de côté. Alors la question se pose de savoir qui donne les dessins des parterres. On voit que Claude Mollet a été à l'école de l'architecte Étienne Dupeyrac, mais évidemment la réponse dépend des cas, ça dépend des commanditaires, ça dépend évidemment aussi des jardiniers. Donc d'après Jean Liébaud, l'un des auteurs de la maison rustique, la manière dont on dessine les compartiments dépend en partie, moitié-moitié, en partie de l'invention du jardinier et en partie de la volonté du maître des lieux. Alors, Olivier de Serres est un peu plus sévère. Lui, il affirme qu'il y a peu de jardiniers qui savent inventer les beaux compartiments et qu'il vaut mieux faire appel à des hommes qui s'y connaissent dans l'art du dessin. Alors, peut-être répète-t-il ce qu'il a entendu dire par Claude Mollet, mais je ne pense pas. Je pense que Olivier de Serres, qui dit dans son traité que le gentilhomme campagnard doit occuper ses loisirs à dessiner, à lire, pense qu'il lui appartient aussi de dessiner lui-même des modèles de parterre et de les donner à son jardinier. Malgré tout, on a des témoignages qui prouvent que les jardiniers, en tout cas les jardiniers du roi, savaient dessiner même plus. Héroard, qui est le médecin du dauphin, futur Louis XIII, tient un journal et il écrit qu'en 1607, le dauphin a, je crois, 4 ans, 5 ans, quelque chose comme ça. Le dauphin s'assoit, il accommode une petite toile carrée, il la cloue sur un ais pour peindre dessus, et qu'il a près de lui le petit-fils de l'un de ses jardiniers, qui savait peindre et qui lui montre. Donc, on voit, ici on a vraiment la preuve que non seulement un petit garçon sait dessiner, mais qu'il sait aussi peindre. C'est un témoignage précieux à plusieurs titres, parce que, notamment, le nôtre a fait un passage, bon, il avait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il a fait un passage dans l'atelier de Simon Vouet. Donc, et par ailleurs, dans l'apprentissage des jardiniers du roi, figurait très certainement l'apprentissage, sans doute assez poussé, du dessin. Jacques Boisseau, qui a été surintendant des jardins du roi, écrit dans un traité publié après sa mort en 1638 que le jardinier doit se former au dessin et que s'il n'est pas capable d'inventer des dessins, au moins il sera à même d'abord d'exécuter ce qu'on lui donnera et puis d'en apprécier les qualités, éventuellement les défauts. Donc Claude Mollet donne dans son traité des exemples de parterres de broderie et des exemples inédits, précise-t-il, et il dit qu'il les a fait faire par ses fils. Et donc, certains, dit-il, doivent contenir la grandeur de tout un jardin, séparés en 4 carrés qui ne font qu'un seul compartiment. Donc on retrouve cette innovation. Et pour les autres, ils sont de forme rectangulaire et on peut en faire tout un jardin quand on n'a pas la possibilité de s'étendre, ce qui est le cas notamment en milieu urbain comme à Paris. Donc voici certains de ces modèles de parterre dont je vous remontre celui-ci. Donc des parterres dessinés par Jacques Mollet. Donc vous apprécierez l'invasion des broderies dans les années 1620. Après, on reviendra un petit peu en arrière à l'époque de Le Nôtre où les
motifs de broderie seront quand même un peu moins couvrants, un peu moins envahissants. Donc, un parterre inventé par André Mollet, celui qui est allé plusieurs fois en Angleterre, à Hanslersdijk aux Pays-Bas et jusqu'en Suède. Voici un modèle de parterre donné par Jacques Boisseau, le surintendant des jardins, le parterre du château de Versailles et le parterre de fleurs de Versailles. Donc ici, les broderies sont beaucoup moins présentes parce qu'on a des parterres de pelouse. Donc on les qualifie ailleurs de parterres à l'anglaise. Mais ces parterres auraient aussi bien pu être plantés de fleurs. En fait, je pense que les fleurs devaient se trouver sur les bordures des morceaux de gazon. Alors, comme je vous l'ai dit, le parterre, traditionnellement, est carré. Éventuellement, il peut être accompagné de bordures, comme on l'a vu avec Olivier de Serres. Et la forme du parterre s'allonge. Donc, je vous remontre l'exemple de Saint-Germain. Olivier de Serres dit qu'il est enrichi en son intérieur, donc on retrouve les broderies, et qu'il est accompagné aux deux bouts de bordures qui rendent la planche longue, et qu'on pourra en faire un jardin entier, ayant des allées droites, des côtés droits, des diagonales et des courbes. Donc, de deux choses l'une, soit le parterre constitue un jardin à lui tout seul, ou soit on peut utiliser les lignes de composition pour créer un jardin entier. Vous avez sous les yeux un dessin du jardin du Luxembourg qui est daté de 1627, où vous trouvez le parterre carré accompagné d'une demi-lune. Et c'est probablement l'une des premières apparitions de ce type de parterre, le parterre à demi-lune, qui se répand au cours des années 1620-1630 à Paris d'abord. Donc voici le parterre du Luxembourg reproduit par Jacques Boisseau. Ici, le parterre du château de Berny sur un plan aquarellé daté de 1684, mais grâce aux archives, on sait que le parterre est attesté avec sa demi-lune en 1634, donc quelques années après le parterre du Luxembourg. Le palais cardinal a lui aussi un parterre avec une demi-lune qui a été planté en 1634 par Jean Lenôtre, le père d'André, le fils de Pierre Lenôtre, des Tuileries. Et enfin, donc le propriétaire du palais cardinal et son constructeur, c'est le cardinal de Richelieu. Et à Richelieu aussi, il a fait réaliser un parterre où l'on a aussi le motif de la demi-lune avec cette variante qu'on a un parterre de forme circulaire. Donc, je vais passer à la deuxième partie où cette fois nous allons voir des représentations de jardin. D'abord des dessins de présentation d'André Lenôtre et du premier peintre Charles Lebrun, et ensuite des représentations par des dessinateurs de jardins, d'abord des vues rasantes et ensuite des vues à vol d'oiseau. Donc à gauche vous avez André Lenôtre et à droite Charles Lebrun. Et nous commençons par un projet non identifié de Lenôtre. Alors ce qui est intéressant, c'est que Lenôtre présente un peu à la manière, enfin il ne présente pas son projet de jardin sous forme d'une vue à vol d'oiseau, mais il le présente en volume, ce qui est plus facile à lire pour commencer, et ensuite certainement plus propre à flatter l'œil d'un commanditaire. Donc vous remarquerez ici des parterres de forme allongée, comme à Vaux-le-Vicomte, comme à Versailles, après le premier modèle que nous venons de voir. Et vous voyez que ce parterre est entouré par une allée en terrasse qui permettait donc d'avoir une vue en surplomb. À la mort de Lenôtre, le chroniqueur d'Anjou, enfin plutôt mémorialiste, rappelle que Lenôtre, qui était réputé pour ses dessins de parterre en broderie, qu'on devait lui demander sans arrêt, je pense. Donc Lenôtre disait des parterres qui n'étaient bons que pour les nourrices,
qui, ne pouvant quitter leurs enfants, s'y promenaient des yeux et les admiraient du 2e étage. Il y excellait néanmoins, comme dans toutes les parties du jardin, mais il n'en faisait aucune estime, et il avait raison, car c'est où on ne se promène jamais. Voilà donc un jugement de valeur sur les parterres. Donc un projet de cascade de Le Nôtre qui est sans doute destiné à Marly, dont on voit ici le plan de masse. Un autre projet de cascade, probablement pour le même endroit. Donc ici encore, on a une vue en volume, pas uniquement un plan. Ici, un projet de rampe d'accès monumentale à Saint-Cloud. Donc ici, vous avez le plan, qui n'est pas de la main de Le Nôtre, des cascades de Lepôtre, le plan du château et le bassin des Cygnes. Et donc Le Nôtre avait imaginé, l'accès au château se faisait en biais, comme aujourd'hui, et il avait imaginé donc une rampe d'accès monumentale dans l'axe du château et perpendiculaire à la Seine. Donc voilà où se serait située la rampe d'accès en question. Elle se serait située ici. Voilà. Donc vous avez ici la cascade qui est conservée après de nombreuses restaurations, et le bassin des Cygnes se trouve à peu près ici. On a également un projet de Le Nôtre pour le bassin des Cygnes et pour la pièce des Cygnes, pardon, pour laquelle il avait proposé des rampes qui permettaient donc de descendre depuis le niveau du château. Donc vous voyez qu'à chaque fois, ce sont a priori des dessins de présentation. Il y a des dessins de travail de Le Nôtre qui sont annotés, biffés, mais ces dessins-là sont probablement sans doute des dessins de présentation destinés aux commanditaires. Et donc ici, vous avez le rondeau de Saint-Germain, les parterres, et donc le saut de loup qu'il proposait de faire au départ de l'avenue des Loges, donc sous les fenêtres du château. Et voici donc un dessin certainement autographe lui aussi, qui est un projet pour la cascade de Sceaux. La cascade de Sceaux semble être le produit d'une collaboration entre Le Nôtre et Charles Lebrun, le premier peintre, pour lequel on conserve aussi, donc vous avez un plan sous les yeux de Sceaux, donc ici le château à l'emplacement du château actuel reconstruit par le sous-Faché, ici donc le grand octogone et la cascade qui n'est pas encore représentée sur le plan se situait ici. Voilà, donc on a un projet aussi de l'atelier de Lebrun, un projet de cascade pour Sceaux, où vous voyez le plan et le profil. Alors c'est un mode de représentation un peu paradoxal pour la cascade de Sceaux, puisque quand on voit la cascade reconstituée plus exactement dans les années 30, on s'aperçoit qu'on peut difficilement avoir ce point de vue sur la cascade, ce point de vue latéral. En fait, il aurait mieux valu représenter la cascade depuis le pied de la cascade ou depuis le sommet. Mais en tout cas, c'était une manière pour Lebrun de présenter les différents effets d'eau qu'il imaginait pour cette cascade. Voilà, ici le parterre d'eau, le premier parterre d'eau conçu par Lebrun. Et là encore, donc, on a une vue en plan et une vue qui est censée être prise depuis la terrasse ou peut-être depuis l'étage du château. Donc je vais m'intéresser à présent aux vues a priori réalistes, c'est-à-dire aux vues prises depuis le sol ou depuis un point en hauteur, mais pas aux vues à vol d'oiseau. Donc ici, on a une vue de l'orangerie de Fontainebleau qui a été plantée par Le Nôtre vers 1645, une vue dessinée par Sylvestre. Donc l'orangerie, le parterre de l'orangerie, c'est l'ancien jardin de la Reine qui se trouve à cet endroit-là.
Et ici se trouvait la volière, et la vue est prise depuis les appartements royaux. Donc une vue par Sylvestre des jardins de Vaux-le-Vicomte que je pense être prise depuis le château. Quelquefois, il n'est pas toujours facile de savoir si les vues sont des restitutions d'après un plan, surtout quand le dessinateur est excellent, ce qui est le cas de Sylvestre, ou certaines des gravures de Vaux par Sylvestre présenteraient des états projetés et non pas des relevés de l'état existant. Donc a priori cette vue-là est un dessin sur le site. Encore Sylvestre avec une représentation du parterre de l'orangerie de Meudon. Donc l'orangerie se trouve ici. La vue est prise depuis la grotte de Meudon et le parterre a été gravé par Mariette, mais vous voyez avec peut-être une erreur d'interprétation, à moins que les bassins aient été aménagés ultérieurement. Mais je ne crois pas. À la place des ronds de gazon, sur la gravure, on voit des bassins jaillissants. Donc voici une vue du parterre de l'orangerie depuis la grotte, et je vais vous présenter la vue inverse prise depuis ce point-là, toujours par Sylvestre, où l'on voit donc la grotte inachevée, la grotte de Meudon. Une vue en contrebas de ce parterre qui montre la perspective commencée sous Abel Servien et continuée par Louvois, qui a fait planter le parterre de l'orangerie de Meudon par l'une autre. Donc vous avez ici l'hexagone de Chalais et la vue inverse prise depuis ce point-là, toujours par Sylvestre. Une vue de la salle des antiques de Sceaux qui se trouvait à cet emplacement-là. Donc vous avez à droite un plan conservé à Stockholm qui est une copie par l'architecte suédois Horleman, faite dans les années 1720, d'un projet de Lenôtre. Voilà donc ici une vue peut-être par Dominique Girard, je ne suis pas sûre, du bosquet de la salle des antiques de Versailles. Les deux bosquets, évidemment, étaient inspirés l'un de l'autre, avec, encore une fois, une copie par Horleman d'un projet de Lenôtre. Donc, a priori, je pense qu'il s'agit d'une vue faite sur place et pas restituée. Et pour preuve, voici un tableau de Martin, une vue à vol d'oiseau cette fois, et on voit bien la différence de perspective. Donc une vue de Van der Meulen du Grand Canal. Et encore un dessin du même. Ce dessin provient certainement de l'agence de Lenôtre, il est peut-être même de sa main. Il s'agit de la salle des festins de Versailles, dont voici une autre vue. Donc je pense faite sur les lieux, et donc à contrario, voici une vue à vol d'oiseau qui montre encore une fois la différence de perspective. Voilà, alors j'ai voulu parler un petit peu du rôle de Lenôtre, non pas uniquement dans les jardins, mais dans les abords des jardins, en l'occurrence les avenues. Donc vous avez ici une vue prise depuis le château de Louis XIII, de la grande et de la petite écurie, et de la Padoie de Versailles. Pardon. Et il existe à Londres, dans les collections de la Reine, un tableau qui représente le chantier de la grande écurie. Et au premier plan, ici, on voit un groupe d'hommes, parmi lesquels on reconnaît Louis XIV, certainement Colbert. Et je suis assez tentée, dans cette silhouette, de reconnaître le visage de Lenôtre. Mais bon, j'ai peut-être un petit peu d'imagination, et peut-être Ardouin-Mansart ici, allez savoir. Et je n'ai pas pu m'empêcher de rapprocher ce tableau
et cette espèce de réunion de chantier prise sur le vif, peut-être... Enfin, je ne sais pas si le roi allait sur les chantiers de cette manière-là, mais en tout cas, il se faisait rendre compte des travaux par Colbert puis par Louvois. Et juste après la mort de son prédécesseur, Louvois, qui est devenu surintendant des bâtiments, écrit à un contrôleur que le roi veut faire exécuter ce que le nôtre a proposé concernant la grande avenue. Alors, je pense qu'il s'agit de l'avenue centrale de la Patte d'Oie. Il s'agit de la faire niveler avec des remblais et des blais assez importants. Et donc, dans sa note, Louvois explique comment on va procéder. Et il demande de faire un toisé des travaux nécessaires. Or, il existe un dessin de travail de Lenôtre qui semble correspondre à ces travaux-là, que voici. Donc, vous avez ici l'axe central de la Patte d'Oie, l'avenue de Paris actuelle. Ici, c'est le départ de l'actuelle avenue de Saint-Cloud. Vous avez ici la butte de Montboron, l'étang de Porchefontaine, et là, la butte de Picardie. Et donc, ce dessin a été levé probablement par un arpenteur qui a annoté le dessin là. Et il y a plusieurs possibilités pour prolonger l'avenue, et le nôtre a choisi celle-ci. Il a annoté le dessin là. Et donc, il a légendé ce dessin en disant « chemin que l'on voulait faire pour Versailles, que M. Colbert m'a ordonné, et que Louvois a fait faire comme il est ». Donc vous avez ici donc la butte de Montboron avec... en fait, il n'y a que 2 réservoirs sur 4 qui ont été réalisés. Et l'étang de Porchefontaine. Voilà, donc c'est certainement un relevé topographique assez précis des lieux. Donc voilà, l'avenue centrale, le départ de l'avenue de Saint-Cloud qui bifurque. Ici, je pense qu'on a la butte de Montboron à raser, et là, donc la butte de Picardie qu'il s'agit de franchir. Donc, on va passer à présent à un autre type de représentation, les vues à vol d'oiseau, qui sont originaires d'Italie, où elles apparaissent dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et d'où elles se répandent progressivement en Europe. Alors on a un exemple assez précoce avec le plan de Paris par Vassalieu, où l'on a une vue du jardin des Tuileries en 1614. Vous avez ici les parterres du Grand Jardin, plantés par Claude Mollet. On a l'équivalent avec la vue par Salomon de Caux, ici peinte par Fouquier, des jardins de Heidelberg, détruits peu après. Une vue plus tardive par Maupercher des jardins de Liancourt, qui ont probablement été réalisés en tout cas plantés par Claude de Mollet, le fils de Claude Ier Mollet. La célèbre vue du château et des jardins de Versailles par Pierre Patel, qui est vraiment un modèle du genre. Une vue du parterre du Nord par Algrin. Vous avez ici un dessin, un projet probablement de l'agence de Lenôtre que j'ai inversé pour le bassin de Neptune, et ici une vue à vol d'oiseau du bassin de Neptune, de l'allée des Marmousets, du parterre du Nord, et on voit au fond la pièce des Suisses. Une vue par Algrin de Saint-Cloud, où vous retrouvez la cascade de Lepôtre, la pièce des Cygnes. Une vue de Saint-Cloud toujours, mais prise depuis un autre axe, avec ici la cascade de Lepôtre, et ici le carré d'eau qui avait été aménagé par Tommaso Francini dans les années 1630. Une vue de Villeneuve-le-Roi, un plan de Chantilly conservé à Chantilly par le neveu et collaborateur de Lenôtre, Pierre de Dégaut,
Et vous avez ici une vue du Grand Canal et du parterre d'eau qui est prise depuis une butte qui, à ma connaissance, n'a jamais existé à Chantilly. Donc c'est une sorte de convention graphique pour donner l'impression qu'il s'agit d'une vue réaliste. Le plan par Pierre de Dégaut du jardin de Choisy, de Mademoiselle de Montpensier à Choisy. Donc je vais vous montrer une vue censément prise depuis l'autre berge de la Seine, vers ce parterre. Donc une vue prise depuis ce point-là, que je pense être une vue factice. Et nous terminons avec un très beau tableau qui est conservé au musée de l'Île-de-France à Sceaux, qui représente les jardins des archevêques de Paris à Conflans. Aujourd'hui, Conflans-Sainte-Honorine. C'était des jardins assez somptueux. Et ce qui m'intéresse, en fait, c'est ce secteur-là. Et il correspond à un boulingrin que voici. Vous voyez, je pense que ce boulingrin était situé donc, à la limite du tableau. Et il a été planté, ça on le sait grâce aux archives, par Michel Lebouteux, un collaborateur de Lenôtre, un parent par alliance également, en 1692. Et il me semble qu'à en juger d'après le tableau, il faudrait surtout avoir un plan, on n'a pas suffisamment de recul pour pouvoir représenter une vue panoramique pareille. Donc je ne sais pas si ce dessin est une restitution ou s'il s'agit d'un relevé sur les lieux. En tout cas, la question se pose de savoir pourquoi les vues de jardin, et en particulier les vues à vol d'oiseau, se sont autant développées dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Alors je n'ai pour le moment qu'une hypothèse à formuler, qui est la suivante. Je pense que, évidemment, à l'époque, personne ne pouvait avoir l'équivalent de ces vues à vol d'oiseau, sauf peut-être à monter dans les combles d'un château. Mais quand on voit le château et le jardin, il est évident que personne ne pouvait avoir un point de vue pareil à l'époque. Et je pense que si l'on montrait ce type de représentation, c'était pour mettre en valeur le plan du jardin qu'aucun promeneur ne pouvait concevoir en se promenant. Et même si les perspectives étaient extrêmement profondes, on ne pouvait pas, depuis quelque point de vue que ce soit, embrasser du regard la totalité du jardin. Et je pense que ces vues à vol d'oiseau étaient faites pour donner une sorte de vue d'ensemble complète aux amateurs de jardin, en montrant non seulement ce qu'ils pouvaient voir en se promenant dans le jardin, donc ces vues rasantes que je vous ai montrées dans la première partie, mais aussi en révélant le plan du jardin. Et je pense que Lenôtre a contribué à donner de l'importance au dessin du jardin. Il était réputé pour ses dessins de parterre, mais aussi ses plans de jardin. Et ces vues à vol d'oiseau servaient aussi à rendre justice à cette innovation. Alors évidemment, on ne peut pas, ce serait hasardeux de fournir un seul et unique élément d'explication. Je pense que le développement des vues à vol d'oiseau s'explique aussi par les progrès techniques des dessinateurs en matière de perspective. Il s'explique aussi par le fait que les dimensions des jardins augmentent et que les vues à vol d'oiseau sont une manière de rendre compte de la totalité du plan. Mais je pense encore une fois que le but est aussi de montrer l'une des beautés non sensible du jardin, qui est une beauté de nature intellectuelle et qui réside dans son plan de conception. Voilà, c'est une réflexion en cours, donc je vous livre ici des hypothèses. Si vous avez des questions, je serais ravie d'échanger avec vous. Merci.